L'histoire commence avec Alan, un gamer acharné qui vient de finir un jeu qui lui a pris 3 longues années, mais au lieu de se sentir fier, il est juste déçu, car l'expérience fut un vrai fiasco. Malgré tout le temps et les efforts qu'il y a mis, le jeu ne l'a jamais vraiment mis au défi. Alan, lui, veut un truc qui le pousse dans ses derniers retranchements, un jeu d'une difficulté implacable qui prendrait une décennie entière à terminer. Il a soif d'un vrai défi, pas un truc qu'on peut finir à la force brute avec de la patience. Avec ça en tête, il se lance à la recherche de son prochain gros challenge et c'est là qu'il tombe sur un titre mystérieux qui prétend ne jamais finir. Normalement, un jeu qui s'installe tout seul sur son ordi sans permission, c'est un énorme signal d'alarme. Mais il est déjà complètement accro, alors il ne prend pas la peine de faire marche arrière. Au lieu de ça, il fonce dans les réglages pour ajuster la difficulté. Voulant une expérience aussi punitive que possible, il monte la difficulté au maximum en mode enfer et choisit la classe d'invocateur non testée, juste pour rendre les choses encore plus chaotiques. Sans rien lire, il accepte toutes les conditions générales. Malheureusement pour lui, une de ses clauses mentionne le transport du joueur vers un autre monde. Et avant qu'il ne puisse réagir, Alan se retrouve réincarné en nouveau-né au beau milieu de la campagne. Une année entière passe et la vie de bébé s'avère bien meilleure que ce qu'Alan imaginait. Pas de travail, pas de soucis d'argent, pas de responsabilité. Et en plus, le lait est plus qu'incroyable et il a des parents gentils et aimants qui prennent bien soin de lui. Son père s'appelle Rodin et sa mère Darija et ils semblent former un couple vraiment heureux. Mais bon, avec le jeu en mode enfer, on sent la tragédie familiale classique de Backstory qui n'attend que de se produire. Une nuit, après avoir été mis au lit, Alan lève ses petits bras et commence à murmurer toutes les phrases de commande qu'il connaît, essayant désespérément de faire apparaître un écran de statut. Après tout, même s'il est censé être un invocateur, il n'a aucune idée de comment l'invocation est censée fonctionner. Juste avant d'abandonner et de s'endormir, il décide d'essayer une dernière fois, et cette fois, quelque chose apparaît vraiment. Malheureusement, ça effraie tellement Alan qu'il se met à crier, ce qui fait que ses parents se précipitent dans la pièce dès qu'ils l'entendent. Sans autre choix, il cache le livre pour le moment. Après avoir vérifié qu'il allait bien et que tout était en ordre, ses parents quittent la pièce. La seconde où ils sont partis, Alan ressort le livre. Un soupir de soulagement le submerge alors qu'il peut enfin voir ses stats après une année entière d'essai. Elle semble normale pour un invocateur d'1 an. Toutes ses compétences d'invocation sont bloquées au niveau le plus bas, mais le livre explique qu'elles s'amélioreront plus s'il les utilisera. Alors Alan décide de tester ça tout de suite. D'après ce qu'il peut voir, il est actuellement limité à l'invocation d'insectes et de bêtes de rang H, ce qui semble ridiculement faible, donc il ne s'attend à rien d'impressionnant du tout. À ce moment-là, le livre s'ouvre soudainement sur la section des messages et Alan réalise qu'il a reçu une lettre du dieu de la création de ce monde. La divinité s'excuse pour le temps que ça a pris pour finir le livre de statut d'Alan, expliquant que la classe d'invocateur était encore en développement et qu'il a fallu une année entière pour obtenir toutes les approbations nécessaires. Alan se fiche royalement des excuses, mais entendre que la classe d'invocateur a été bâclée à la dernière minute l'excite. Si elle a été lancée à la hâte, alors il y a forcément des bugs qu'il pourra exploiter, c'est sûr et certain. Enflammé, il décide de tester ça immédiatement. Il veut commencer par invoquer un insecte, mais il rencontre rapidement un problème quand il réalise qu'il n'a aucune idée de comment activer sa capacité d'invocation. Normalement, il irait juste consulter un subreddit ou regarder un tuto rapide, mais il n'y a pas d'internet ici, alors il est coincé à devoir trouver la solution tout seul. Après y avoir réfléchi quelques minutes, Alan finit par comprendre qu'il doit d'abord créer une carte de compétences d'insectes. Il tente le coup et ça marche sans problème. Maintenant, il est enfin prêt à invoquer son insecte. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, sa mère entre pour le vérifier à nouveau. Sans autre choix, Alan fait rapidement semblant de dormir une fois de plus. Le lendemain, après que ses parents soient occupés avec leur travail habituel, Alan ouvre son grimoire et invoque enfin la sauterelle. La pièce est inondée d'une lumière vive et au début, il est complètement captivé par sa beauté. Ce sentiment dure environ 1 seconde jusqu'à ce qu'une énorme sauterelle lui fonce droit au visage et qu'il panique complètement. Après s'être calmé, il réalise que c'est bien la sauterelle qu'il a invoquée, alors il essaie de lui donner des ordres. Malheureusement, même si c'est une invocation, elle a toujours le cerveau d'une sauterelle et ne comprend pas un seul mot de ce qu'il dit. Mais le bon côté, c'est qu'Alan découvre que l'invoqué augmente ses stats d'agilité et d'endurance, ce qui le rend plutôt content. Malheureusement, son excitation attire l'attention de sa mère et quand elle voit la sauterelle géante sur le sol, elle l'écrase instantanément, laissant Alan complètement dévasté. Les jours suivants, Alan continue d'expérimenter avec ses invocations d'insectes, mais il finit par s'enlacer et décide de passer à l'invocation de bêtes. Cette fois, il invoque une souris et comme avant, le livre la lui lance droit au visage. Mais heureusement, il était prêt, donc ça ne l'effraie pas autant. La souris vient aussi avec son propre boost de stats, mais elle n'est toujours pas très intelligente, donc avoir une vraie conversation est impossible.
Cela dit, une de ses compétences s'appelle fuir, et chaque fois qu'Alan lui ordonne de l'utiliser, elle le fait à chaque fois. Mais même ainsi, la compétence elle-même est assez inutile, alors Alan réalise vite que s'il veut invoquer des créatures plus fortes et plus utiles, il devra d'abord améliorer ses capacités d'invocation. Le grimoire d'Alan révèle qu'il peut stocker jusqu'à 10 cartes d'invocation à la fois, et mieux encore, les boosts de stats de chaque invocation se cumulent, donc s'il charge 10 cartes de souris, c'est un boost de plus 10 en attaque et en PV. Rien que ça le place déjà bien au-delà d'un bébé moyen. Mais pour vraiment casser le système et devenir complètement surpuissant, il va devoir monter de niveau rapidement. Normalement, ce ne serait pas si pénible, mais le génial Alan a choisi le mode enfer parce qu'il pensait que la difficulté supplémentaire serait amusante. Maintenant, gagner de l'expérience prend 100 fois plus de temps que d'habitude. Ce qui signifie qu'il s'est officiellement enfermé dans une session de farm infernale. Plus tard ce jour-là, Roden rentre à la maison en titubant, couvert de sang, mais heureusement, rien n'est le sien. Il vient d'aider les gars du village à abattre un sanglier géant. Les yeux d'Alan s'illuminent de curiosité, alors Roden lui propose de l'emmener le voir. Sans hésiter, Alan grimpe sur les épaules de son père et il se dirige vers les terrains de chasse. Pour Alan, c'est la première fois qu'il voit le monde au-delà de leur maison et il s'imprègne absolument du nouveau paysage, mais le voyage prend plus de temps que prévu et finalement, il s'endort dans les bras de Roden. Quand ils atteignent enfin le corps du sanglier, Roden le réveille doucement. Alan cligne des yeux plusieurs fois, puis se fige. Ce sanglier est énorme. Il ne peut même pas imaginer comment son père a réussi à aider à tuer quelque chose d'aussi énorme. Peu après, les villageois voisins remarquent le retour de Roden et éclatent en acclamations, le saluant comme le héros du jour. Alan se tourne pour demander si le grand sanglier est vraiment si fort, et Gerda explique qu'il est classé comme un monstre de rang C. Normalement, il faut environ 20 chasseurs pour en abattre un, alors oui, c'est une sacrée affaire. Ce petit détail reste en tête d'Alan car maintenant il a un point de référence solide pour mesurer la force des monstres. Mais avant même de rêver d'invoquer quelque chose de ce niveau, il sait une chose. Il doit se mettre au travail et commencer à farmer de l'XP comme un fou. Après 10 mois acharnés de farm, Alan atteint enfin le niveau 2 en tant qu'invocateur. Et avec ça vient une amélioration plutôt solide. C'est car ses stats reçoivent un boost généralisé, et plus important encore, il débloque la capacité d'invoquer et de fusionner des monstres de rangée. Aussi excitant que cela soit, il y a un hic. La fusion coûte une bonne partie de PM, alors Alan engloutit son dîner pour recharger du mana et se précipite dans sa chambre, seulement pour être frappé par la déception à nouveau. Son grimoire lui fait savoir haut et fort que son maximum de PM n'est toujours pas assez élevé pour même tenter une fusion. Retour au farm donc. Avance rapide jusqu'à ses 3 ans et il atteint enfin un niveau de PM suffisant pour essayer sa nouvelle compétence. Il ouvre la section fusion et parvient à créer sa toute première invocation de rang G, un oiseau qu'il nomme fièrement Chappie. La capacité principale de Chappie est l'imitation vocale, ce qui lui permet de copier parfaitement n'importe quelle voix qu'il entend, parfait pour poser des pièges ou embêter les ennemis. Alan ajoute aussi une grenouille et une taupe à son équipe, et la grenouille est assez inutile car tout ce qu'elle fait c'est sauter et clignoter comme une distraction vivante. Mais la taupe est bien plus utile car elle peut creuser un énorme trou dans le sol en quelques secondes. Comparé aux invocations de rang H, ces nouvelles sont bien plus utiles, et pour la première fois, Alan a l'impression de jouer à un vrai jeu au lieu de juste farmer en mode bébé infernal. Il est encore loin d'être assez fort pour affronter de vraies menaces. À cette époque, la fille de Gerda, Krina, débarque pour traîner. Sa version du jeu implique des combats et malheureusement pour Alan, elle est absurdement forte. Il maximise même tous ses buffs d'invocation pour avoir une chance, mais elle le bat à plate couture comme si de rien n'était, ce qui veut dire que la fille est d'un autre niveau. En fin de journée, Alan et Krina rentrent chez eux et une surprise l'attend. Darija est de nouveau enceinte. On dirait que pendant qu'Alan était occupé à farmer des niveaux, Rodin et Darija étaient occupés à faire monter la famille de niveaux. Avec Darija maintenant incapable de faire des travaux lourds, Alan propose d'aider à la récolte. Après tout, avec ses buffs d'invocation, ses stats physiques sont maintenant à peu près au niveau d'un adulte, mais ses parents rejettent immédiatement l'idée. Ils lui disent qu'il devrait juste s'en tenir aux petites tâches et profiter d'être un enfant pour l'instant. Roden lui rappelle que les vraies responsabilités viendront assez tôt, alors il devrait profiter de la paix tant qu'elle dure. Alan se sent un peu déçu au début après s'être fait dire qu'il ne pouvait pas aider à la récolte, mais alors il comprend. Le travail à la ferme est absolument brutal. Aucun parent sensé n'attendrait de son enfant de 3 ans qu'il fasse un travail éreintant. Comprenant cela, il recule et laisse tomber. Roden est soulagé de voir son fils faire preuve de maturité. Et les choses se calment jusqu'à ce que Darija évoque quelque chose d'étrange qu'elle a remarqué. Elle dit avoir vu Alan dans le jardin plus tôt jetant des pierres sur un arbre. Curieuse, elle demande ce qu'il faisait.
Alan minimise, affirmant que c'était juste un entraînement d'autodéfense au cas où un monstre apparaîtrait. Mais en vérité, il menait une expérience testant s'il pouvait débloquer des compétences en dehors de l'invocation, juste en répétant des actions de base, mais malheureusement cette tentative ne l'a mené nulle part. Rodden, cependant, est toujours impressionné par le dévouement d'Alan et dit qu'il attend avec impatience sa cérémonie d'évaluation. Alan n'en a jamais entendu parler, alors il demande ce que c'est. Rodden explique que quand un enfant atteint 5 ans, il subit une évaluation pour révéler les talents ou compétences cachées qu'il pourrait posséder. Et si Alan se retrouve avec un puissant, il pourrait avoir une chance de vivre une vie riche et réussie. Alors que l'hiver arrive, Alan continue d'expérimenter et décide de tester la durabilité de ses invocations en invoquant une sauterelle dans la neige. À sa surprise, elle réussit à survivre là-bas pendant une journée entière, ce qu'il considère comme une victoire. Mais cette petite victoire se transforme rapidement en désastre quand Kraina réapparaît, impatiente de faire un autre match d'entraînement. Comme d'habitude, Alan se fait écraser, mais pendant qu'il est occupé à la repousser, il oublie complètement son invocation. C'est là que les choses prennent une tournure. La sauterelle, toujours active, finit par ramper le long de la jambe de Darija, lui faisant une peur bleue. Elle trébuche et tombe, assez dangereuse en soi, mais surtout risquée puisqu'elle est enceinte. Rodden se précipite, et bien que Darija dise qu'elle va bien, il est clair que la chute a déclenché le travail. Qu'il soit prêt ou non, le bébé arrive maintenant. Rodden dit rapidement à Krina d'aller chercher sa mère, et une fois arrivée, elle aide Darija à traverser un accouchement précipité. Au lever du soleil, la famille accueille un tout nouveau petit garçon dans le monde. Tout le monde est rempli de joie, sauf Alan qui se sent tiraillé. Il ne comprend toujours pas pourquoi un jeu l'a réincarné dans ce monde en premier lieu, mais quand il repense à son ancienne vie au Japon, il réalise qu'il n'y avait pas grand-chose qui l'attendait là-bas. Cette nouvelle vie, aussi inattendue soit-elle, lui a donné quelque chose de bien plus important. C'est pourquoi il décide de continuer à avancer, non seulement pour lui-même, mais pour protéger la seule vraie famille qu'il ait jamais eue. Quand le printemps arrive, Alan sait que sa cérémonie d'évaluation approche, alors il demande à son père à quoi ça ressemble vraiment. Son père explique que chaque enfant doit y passer une fois qu'il a 5 ans, et si Alan se retrouve avec une compétence rare ou de haut rang, il pourrait bien avoir une chance d'accéder à la voie de l'élite. Cela dit, ça ne va pas être facile. La concurrence est assez féroce cette année, un tas d'enfants fêtent leurs 5 ans en même temps, y compris Kraina. Ils se dirigent tous vers le quartier des roturiers où se tient la cérémonie. Mais à mesure qu'il s'approche de l'église, Alan commence à remarquer quelque chose d'étrange. La plupart des autres enfants ont l'air super soignés et bien habillés, tandis que lui est coincé dans des haillons à peine décents. Maintenant qu'il y prête attention, il réalise qu'il est habillé comme ça depuis sa naissance. Si c'est une indication, sa famille doit être sérieusement en bas de l'échelle sociale. Pourtant, ça ne le dérange pas vraiment beaucoup. Quand ils atteignent l'église, tout le monde se rassemble devant, quelques prêtres sortent, et Alan entend des gens dans la foule se moquer de certaines familles à plus pauvres. Les prêtres ne l'entendent pas de cette oreille, ils coupent tout court à ces discussions, rappelant à tous que les bénédictions divines ne discriminent pas. Même le gamin d'un fermier fauché pourrait se voir attribuer une compétence légendaire. Sur ce, ils font entrer la foule pour la cérémonie proprement dite. Alors qu'Alan entre, il remarque 3 statues imposantes près de l'autel. Elles doivent représenter les divinités vénérées dans ce monde. L'une d'elles est Elmia, la divinité de la création. À bien y penser, Elmia est la même qui lui a envoyé ce message d'excuse concernant le retard dans le développement de la classe d'invocateurs. Le premier à être évalué est Palomas, le fils du chef du village. On lui dit de placer sa main sur la sphère de cristal lumineuse pour révéler ses 2 stats. Palomas obéit et un instant plus tard, le mur de pierre s'illumine, affichant sa classe de marchand. Son père a l'air satisfait du résultat, mais Alan, en revanche, s'attendait à quelque chose de plus dramatique, genre un feu d'artifice. C'est fondamentalement la même fonction que son grimoire, sauf que cette version utilise des lettres au lieu de chiffres. Le processus continue alors que certains enfants repartent avec des talents impressionnants, tandis que d'autres n'obtiennent rien de notable. Quelques heures passent, et maintenant il ne reste que 2, Alan et Kraina. C'est au tour de Kraina, et elle sprinte pratiquement vers le cristal avec excitation. La seconde où elle le touche, tout éclate dans une lueur blanche aveuglante. Son père panique une seconde, pensant que quelque chose a mal tourné, mais les prêtres sont juste figés sous le choc. Il s'avère que la lecture est légitime et Kraina vient de débloquer la classe de Seigneur de l'épée, l'un des titres les plus puissants qui existent. Son père est aux anges, mais Kraina elle-même ne semble pas saisir l'ampleur de la chose. Alan n'est pas si choqué par l'annonce, car Kraina lui a mis la pâtée pendant des années, donc ça se tient finalement. Mais maintenant c'est son tour, et le prêtre lui dit de s'approcher de l'autel. Quand il pose sa main sur la boule de cristal, rien ne se passe au début, mais ensuite il y a un flash de lumière soudain et cette fichue chose le projette en arrière. Rodden se précipite, s'assurant qu'Alan va bien, puis se tourne vers le prêtre et demande quel talent son fils a obtenu, car la lecture n'est pas son fort. Vu la force de la réaction du cristal, il s'attend à quelque chose de fou. Mais au lieu de ça, le prêtre dit qu'Alan n'a 0 talent.
Alan est stupéfait, impossible que ce soit vrai, il sait pertinemment qu'il a une compétence, mais quand il regarde le tableau, ça le confirme. Chaque stat est bloqué au rang E. Il est convaincu que tout ce gâchis est la faute d'Elmia pour avoir complètement foiré le code de la classe d'invocateur. Avant qu'il ne puisse trop s'enfoncer, Rodin l'enlace par derrière, essayant d'adoucir le coup. Il ne veut pas qu'Alan se sente anéanti de ne pas avoir de talent. Ils rentrent ensemble après ça, et malgré ce qui s'est passé, personne ne le traite différemment. Alan apprécie vraiment le soutien de sa famille, mais au fond de lui, il sait que cette histoire de pas de talent est des conneries. Son grimoire fonctionne toujours normalement, alors il se dit que les rangs E ont plus à voir avec le fait qu'il est coincé à jouer en mode enfer. Tous les autres enfants ont le même âge que lui et ont probablement été évalués en fonction de leur potentiel de montée en niveau. Mais dans le cas d'Alan, puisqu'il lui faut littéralement 100 fois plus d'XP pour gagner un niveau, il est logique que ses statistiques soient bloquées au plus bas, même si sa vraie force est bien plus élevée que ce que le tableau indique. La plupart des gens perdraient la tête pour quelque chose comme ça, mais Alan n'est pas un noob occasionnel qui joue pour le plaisir, il vit pour le farm brutal. Pourtant, il ne peut pas se débarrasser du sentiment que quelque chose ne va pas sérieusement avec la classe d'invocateur, surtout depuis qu'il a vu un code d'erreur louche apparaître en bas de son évaluation. Il prévoit déjà de déposer une montagne de plaintes à l'équipe de développement à ce sujet. Le lendemain, Alan accompagne sa famille pour rendre visite à Kraina. Mais en chemin, il commence à remarquer quelque chose d'étrange. Son père agit bizarrement. Chez Kraina, tout le monde est d'humeur à faire la fête et à célébrer qu'elle soit devenue une seigneur de l'épée. Mais Rodin a toujours l'air de mâcher un citron. Gerda refuse catégoriquement de se joindre à la célébration tant que Rodin n'arrête pas son attitude. Au début, Alan pense que son père est juste amer, que Kraina ait eu quelque chose de spécial, mais ce n'est pas du tout son genre. Rodin n'est pas si mesquin, alors quoi que le ronge, ça doit être quelque chose de plus profond. Les deux continuent à se disputer pendant une autre minute, jusqu'à ce que Gerda finisse par lâcher que Rodin a mentionné couper les liens entre leurs familles juste avant qu'ils ne s'asseyent. Rodin maintient ce qu'il a dit, expliquant que maintenant que Kraina est une seigneur de l'épée, elle a un moyen quasi garanti de sortir de cette petite ville perdue. Si les choses se passent moins bien, elle pourrait même accéder à la noblesse. Et si ça arrive, rester connecté à une famille fauchée comme celle de Rodin pourrait juste la tirer vers le bas. Gerda riposte, criant qu'il se fiche de son statut ou de toutes ses conneries. Mais Rodin continue d'insister, disant qu'il ne fait que ce qui est le mieux pour Kraina. L'argumentation s'échauffe à nouveau, mais leurs femmes finissent par intervenir et les séparent avant que ça ne s'aggrave. Alan est un peu déconcerté par le calme apparent de tout le monde face à la dispute, alors il demande discrètement à la femme de Gerda si ce genre de choses arrive souvent. Elle rit et dit « Oui, ça arrivait tout le temps, mais ils se réconciliaient toujours après. » Il s'avère que les quatre sont proches depuis qu'ils sont enfants, nés et élevés dans le même village. Il y a environ 10 ans, quand la nouvelle de la construction d'une nouvelle colonie s'est répandue, ils se sont tous lancés ensemble et ont aidé à poser les fondations. Gerda et Rodin ont beaucoup tissé des liens pendant cette période. En y repensant, ils réalisent à quel point cette dispute était absurde. Peu après, un message arrive. L'ordre de la nuit s'intéresse à Kraina et est en route. Alan se dit que la nouvelle de sa classe de seigneur épée a dû se propager à la vitesse de l'éclair, comme une rumeur de village. C'est une excellente nouvelle bien sûr, elle reçoit enfin la reconnaissance qu'elle mérite. Mais Girada reste un peu mal à l'aise, elle est bien trop jeune pour s'engager dans la chevalerie. Puis, sorti de nulle part, un gamin de la cérémonie d'évaluation, un de ceux qui avaient un talent décent, décide de la ramener. Il s'approche d'Alan et lui dit qu'il n'a rien à faire ici, le traitant de bon à rien sans talent. Mais Alan s'en fiche royalement, il a toujours ses pouvoirs d'invocateur, alors l'avis de ce minable ne vaut pas un clou, vraiment. Mais Kraina ne l'entend pas de cette oreille, personne ne parle mal de son meilleur ami. Elle s'avance et dit au petit morveux de dégager, manquant de lui couper le doigt au passage, avant que Gerda n'intervienne et ne l'entraîne loin de là. Juste après, le chef du village annonce que l'ordre des chevaliers est enfin arrivé. Tout le monde s'illumine car personne ici n'a l'occasion de voir de vrais chevaliers de près. Le chef appelle ensuite Gerda et Kraina pour rencontrer le capitaine des chevaliers. Kraina tremble littéralement d'excitation, elle a toujours rêvé de devenir chevalier, alors rencontrer le capitaine en personne, c'est comme le vœu ultime pour elle. Alan commence à se demander si les chevaliers comptent l'emmener à la capitale pour la former. Mais avant que le capitaine des chevaliers ne puisse dire quoi que ce soit, Jirta intervient, affirmant qu'il ne peut pas le permettre car elle n'est encore qu'une enfant. Le capitaine hausse les épaules, disant que l'âge n'a pas d'importance. Si elle est vraiment une seigneur épée, elle devrait être plus que capable de gérer l'entraînement. Il n'y a aucun problème, à moins, bien sûr, qu'il n'ait tout inventé et menti sur son statut de seigneur épée juste pour tromper l'ordre des chevaliers. Gérida le nie rapidement, jurant qu'il dit la vérité, mais il est déjà trop tard. Le capitaine a pris sa décision et il ordonne à son vice-capitaine de tester Kraina en duel ici et maintenant. Et sans hésiter une seule seconde, l'homme accepte. Gerda supplie alors le capitaine de reconsidérer sa décision. Il ne veut pas que la vie de sa fille soit en jeu pour un simple test, mais le capitaine est catégorique. Si Kraina refuse de se battre, cela seul comptera comme preuve qu'elle est une imposture. Et si tel est le cas,
Non seulement elle, mais toute sa famille sera mise à mort. Un des chevaliers lui tend alors une épée. N'importe quel enfant de 5 ans tremblerait de peur à ce stade, mais pas Kraina. Dès qu'elle réalise qu'elle va manier une vraie arme, elle accepte le duel sans la moindre hésitation. La foule s'écarte et le duel commence. Libran s'avance pour l'affronter et Kraina ne perd pas une seconde, chargeant à toute vitesse. Et d'un seul coup d'œil, elle manie une épée 2 fois plus grande qu'elle, comme si elle était en papier. Et elle parvient réellement à tenir tête à Libran, le forçant à rester sur ses gardes, mais il la gère toujours sans trop de difficultés. Le capitaine de la nuit observe d'un regard froid, clairement pas impressionné par ce qu'il a vu jusqu'à présent. Mais alors, Kraina bloque net une des attaques de Libran et se prépare à contre-attaquer. Avant qu'elle ne puisse frapper, Libran lui assène un coup de pied qui la projette à travers la rue, s'écrasant directement contre un mur. Gerido perd la tête. La seconde où il voit sa fille projetée ainsi, il tente de se précipiter, mais les chevaliers le plaquent au sol. Alan et Roden essaient d'aider, mais ils sont repoussés eux aussi. Alan n'en croit pas ses yeux. Ce n'est pas juste. Que Kraina soit une seigneur épée ou non, elle reste une enfant et le type qu'elle affronte est un chevalier adulte avec des années d'expérience au combat. Mais à ce moment précis, quelque chose change. Kraina commence à se relever et l'air autour d'elle se modifie. Une pression lourde et dangereuse émane d'elle, et elle ne dit pas un mot, juste là, rayonnant une pure menace. Sans perdre une seconde, Kraina charge avec un autre assaut de pleine force, verrouillé comme un missile à tête chercheuse. Cette fois, Librand n'a aucune chance. Elle le pulvérise littéralement, brisant son épée en deux et manquant de lui trancher la tête. Kraina semble un peu déçue que le match se soit terminé si vite, mais elle s'est clairement amusée. Elle remercie nonchalamment Libran pour l'échauffement et s'en va, laissant le pauvre homme avec la seule et écrasante réalité d'avoir été démoli par une enfant de 5 ans. Jerida expire bruyamment, reconnaissant que sa fille s'en soit sortie indemne et commence à la couvrir de louanges pour la façon dont elle s'est battue. Mais avant qu'il ne puisse même réaliser ce qui vient de se passer, le capitaine de la nuit intervient et Jirda se met instantanément sur ses gardes, ne voulant pas de cet homme près de sa fille. Cette fois, le capitaine laisse tomber son arrogance et admet que Krainer est vraiment une seigneur épée. Il s'excuse même de l'avoir entraîné dans ce duel, il dit vouloir avoir une vraie conversation sur son avenir, mais Jirda le coupe net. Le capitaine propose alors de lui permettre d'amener du renfort à la réunion si cela peut l'aider. Et après un moment d'hésitation, Jirta accepte, uniquement parce que cela le rassure un peu. Il se dirige dos et tous vers la maison du chef pour le déjeuner, où Xenov s'excuse comme il se doit pour le coup qu'il a monté plus tôt. Il explique qu'il avait reçu l'ordre du baron de vérifier si un véritable seigneur épée existait dans ce village, et après ce qu'il vient de voir, il n'y a plus de doute possible. Xenov évoque ensuite comment, il y a 3 ans, un soi-disant saint épée est apparu dans la maison d'un comte. Mais cela déclenche instantanément des signaux d'alarme pour Alan, car dans le système du jeu, les saints épées ne naissent que d'aucune que de milieux modestes, pas de sang noble, donc celui-là devait être une imposture totale, c'est sûr. Il s'avère que ce faux a fini par servir la famille royale, mais n'a pas pu être à la hauteur de sa réputation. Une fois qu'ils l'ont revérifié, ils ont réalisé qu'il n'était qu'un épéiste ordinaire simulant son rang, et après que plusieurs nobles aient été pris en flagrant délit de bluff pour monter en grade, le royaume a appliqué une politique de tolérance zéro concernant les faux rapports de talent. Cela dit, Xenov s'excuse sincèrement à nouveau d'avoir fait subir une épreuve aussi difficile à Kraina. Il rassure Gerda, personne n'essaie de la lui arracher, au lieu de cela, ils veulent qu'elle reste à la maison et continue de s'entraîner comme d'habitude. Et si elle le souhaite, une fois qu'elle aura 12 ans, elle aura la possibilité d'entrer à l'Académie des Chevaliers. Après 2 années incessantes d'efforts non-stop, Alan débloque enfin le 3e niveau de son grimoire et il est absolument surexcité. Avec cette nouvelle amélioration, ses capacités d'invocation font un bond de géant. Il peut désormais renforcer ses créatures encore plus et commander jusqu'à 30 invocations de rang F simultanément. Son jeu d'accumulation de buffs vient d'atteindre un tout autre niveau, alors il a hâte de l'essayer. Mais le dîner est déjà servi, alors il rentre à l'intérieur. Quant à sa famille, les choses changent vite à la maison. Son petit frère vient d'avoir 2 ans et leur mère attend de nouveau, donc un autre enfant rejoindra la famille bientôt. Pendant que ses parents jonglent avec des noms de bébés, Alan reçoit au hasard un message divin d'Elmia, la déesse de la création, et finit par prononcer le nom à voix haute sans réfléchir. Ses parents supposent instantanément qu'il suggère de nommer le bébé d'après une divinité, ce qui est totalement interdit dans ce monde. Alan ne peut pas expliquer la vraie raison, alors il change rapidement de sujet et mentionne que les vieilles cicatrices de Roden semblent avoir complètement disparu. Roden dit nonchalamment que c'est parce qu'il a réussi une épreuve divine plus tôt dans la journée en luttant contre un sanglier sauvage. Alan n'avait jamais entendu parler de ça, alors il demande des détails. Et Roden explique que parfois, après une dure bataille, votre corps se sent totalement renouvelé et vos blessures guérissent instantanément. Alan se dit que c'est sûrement ce qui arrive quand quelqu'un monte de niveau dans ce monde. Roden est une bête de combat, donc c'est logique s'il gagne beaucoup de niveaux. Alan, lui, a beau avoir un grimoire de niveau 3, son corps est toujours bloqué au niveau 1 puisqu'il n'a pas encore affronté un seul monstre.
S'il veut devenir plus fort, il doit se lancer dans de vrais combats. C'est plus facile à dire qu'à faire, cependant, il n'a pas le droit de quitter le village sans permission. La seule vraie façon de contourner cette règle est de rejoindre une partie de chasse, mais dès qu'il en parle, son père coupe court à la discussion. Plus tard cette nuit-là, quand toute la maison est endormie, Alan ouvre son grimoire pour consulter le message d'Elmia. Il a déjà une assez bonne idée de ce dont il s'agit. Il avait envoyé une plainte bien salée après ce fiasco de cérémonie d'évaluation. Il s'avère qu'Elmia s'excuse pour le bug qui l'a fait paraître sans talent pendant le test. C'est réparé maintenant, donc la prochaine fois qu'il sera évalué, sa classe d'invocateur devrait apparaître correctement. La divinité explique aussi que les stats d'Alan apparaissent comme de rang E, parce qu'il a choisi le mode enfer, mais en réalité, il est bien plus fort que ça, et pour corriger le tir, ils ont ajouté une section de stats spéciale juste pour Alan. Alan parcourt sa fiche de stats mise à jour, et à sa grande surprise, c'est bien mieux que ce qu'il espérait. Il a plusieurs stats de rang S et A, tout à fait à la hauteur de ce que Krina avait obtenu. Alors il a l'impression que toutes ces longues heures de farm portent enfin leurs fruits. Satisfait des résultats, il passe à la partie amusante, tester ses nouveaux pouvoirs. D'abord, cette compétence améliorée, il sort une carte de sauterelle, active la capacité et observe l'augmentation des stats se manifester. Le buff renforce clairement la sauterelle elle-même, mais Alan remarque rapidement qu'il n'augmente pas les buffs qu'il reçoit via l'invocation. Toujours curieux, il décide d'invoquer la créature juste pour voir les changements en temps réel, et dès qu'elle apparaît, elle émet une faible lueur pendant quelques secondes. Ça a l'air clairement amélioré, mais à part ça, pas grand-chose ne semble différent. Avant qu'il ne puisse approfondir, sa mère entre pour voir ce qu'il fait. Et la seconde où elle voit la sauterelle, elle panique et l'écrase sans hésitation. Le lendemain, Rodin se prépare pour une partie de chasse, et pendant qu'il est parti, Alan se glisse dans le jardin pour s'amuser davantage avec son grimoire. Il a essayé toutes les combinaisons de cartes imaginables, espérant débloquer une nouvelle invocation. Il a déjà épuisé la plupart de ses paires viables et cette dernière combinaison lui semble être sa dernière chance. Heureusement, la fusion fonctionne cette fois et il obtient une nouvelle carte, mais elle est étiquetée herbe, alors il n'est pas sûr de son utilité. Le bon côté, c'est qu'elle semble venir avec un buff de PM, ce qui signifie qu'elle pourrait l'aider à augmenter le nombre d'invocations qu'il peut utiliser par jour. Curieux, Alan invoque la carte herbe et à son plus grand désarroi, une créature pomme apparaît. Elle n'est pas du tout faite pour le combat, mais elle possède une étrange compétence appelée arôme. Alors Alan lui demande de lui montrer et la pomme s'enfonce dans le sol comme une graine, puis fait pousser une petite tige et, bien sûr, la tige dégage un parfum doux et agréable. Alors qu'il essaie de comprendre ce qu'il doit en faire, sa mère réapparaît pour voir ce qu'il fait. Alan panique et essaie de faire cacher la pomme, mais elle ne répond pas, alors sa mère finit par repérer la tige, mais heureusement, elle suppose juste que c'est une plante ordinaire et s'en va sans y penser davantage. Malgré tout, Alan sait que cette chose va nécessiter beaucoup plus de tests avant qu'il ne découvre de quoi elle est réellement capable. Plus tard, ce jour-là, Alan est de nouveau à l'œuvre s'entraînant avec Krina comme d'habitude. Mais même avec tous ces nouveaux buffs de montée de niveau, il ne peut toujours pas lui porter un coup solide. Sa force est juste d'un autre niveau. Pourtant, Krina remarque quelque chose. Alan est devenu bien plus coriace, cela le prend au dépourvu. Alors il vérifie ses stats et découvre que sa maîtrise de l'épée a déjà atteint le niveau 3. Tout cela grâce à leur séance d'entraînement régulière et il est ravi de voir de vrais progrès. Puis il se souvient qu'il a récemment obtenu une invocation de chien qui a une attaque de morsure et il a hâte de l'essayer. Mais l'utiliser contre Krina ne serait pas juste, alors il se retient. Après l'entraînement, Alan passe le reste de l'après-midi à lancer des pierres sur un arbre dans le jardin, espérant déclencher une nouvelle compétence ou un éveil. Jusqu'à présent, c'est un échec total et il commence à avoir l'impression de perdre son temps. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions de s'entraîner en dehors de ça non plus, puisqu'il a été occupé à s'occuper de son petit frère. Mash, qui l'a suivi, finit par se plaindre qu'il s'ennuie de toute cette routine de lancer de pierres. Alan s'excuse et promet qu'ils feront autre chose bientôt, mais il veut juste finir quelques lancers de plus. Pendant qu'Alan aligne ses derniers lancers, Mash remarque quelque chose d'étrange près de la maison. Un tas de jeunes pousses qui n'étaient absolument pas là hier. Il s'avère que c'est la conséquence d'Alan qui a spammé ses invocations de pommes plus tôt pour farm des boosts de PM et ça a marché. Grâce à l'accumulation du buff, le temps de récupération de PM d'Alan est maintenant réduit à 5 heures au lieu de 6, ce qui signifie qu'il peut augmenter sa production de mana de plus de 15% chaque jour. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est un progrès. Alors que la nuit tombe, tout le monde se rassemble pour le dîner comme toujours, mais Rodin n'est toujours pas revenu de la chasse. C'est étrange, d'autant plus que le groupe n'avait pas prévu d'aller loin dans les bois aujourd'hui. Darija essaie de rester calme, faisant bonne figure, mais ce calme est brisé lorsque les chasseurs reviennent en panique, portant le corps inconscient de Rodin. Un seul coup d'œil suffit pour voir qu'il est dans un état critique. Il a reçu un croc de sanglier en plein ventre, mais ils ont réussi à cautériser la blessure sur le chemin du retour et il ne tient qu'à un fil.
La seule raison pour laquelle il respire encore est l'herbe de guérison qu'ils lui ont donnée pendant le voyage de retour. Ils sont juste stupéfaits d'entendre ça car elles sont chères et elle n'a aucune idée de comment ils ont pu en obtenir une. Jirida explique qu'après que le capitaine de la nuit se soit excusé de la façon dont il les avait traités, il a offert un sac de pièces d'or pour se racheter. Ils ont utilisé cet or pour acheter l'herbe, mais ce n'était toujours pas suffisant pour guérir complètement Roden. Les tensions montent alors que les autres chasseurs commencent à crier, rejetant la faute de tout le désastre sur les roturiers, mais alors tous les cris réveillent Smash, qui éclate en sanglots, alors Alan le prend rapidement dans ses bras et le ramène au lit. Le reste des chasseurs décident de s'en aller, laissant la famille seule pour digérer tout cela en paix. Une fois que les choses se sont enfin calmées, Alan demande doucement ce qui s'est réellement passé et s'il est vrai qu'un roturier est la cause de tout cela. Gerda explique que quelques jours plus tôt, lui et Rodin avaient été convoqués par le chef du village, qui leur avait dit que des roturiers rejoindraient la prochaine chasse. La viande de sanglier est incroyablement précieuse, donc la majeure partie va directement au baron, mais le reste est partagé entre les chasseurs. Parfois, elle est échangée contre d'autres fournitures, mais à moins de chasser soi-même, il est difficile de mettre la main sur de la viande de sanglier décente. Malgré tout, aucun des roturiers n'avait jamais participé à une chasse auparavant, et pour de bonnes raisons. C'est dangereux comme l'enfer, des gens se blessent et certains meurent même chaque année. Alors naturellement, ils ont toujours gardé leur distance, mais depuis que le nom de Roden a commencé à se répandre comme une traînée de poudre en tant que chasseur légendaire, certains roturiers ont eu l'idée que s'ils l'accompagnaient, ils feraient tout le gros du travail pendant qu'ils profiteraient des récompenses. Alors ils sont allés voir le chef et ont demandé à être inclus dans les futures chasses. Rodin et Gerda étaient contre, mais comme cela venait du chef, ils n'ont eu d'autre choix que d'obtempérer. Et comme ils le craignaient, tout est allé de travers très vite. Pendant l'entraînement, les roturiers n'ont fait que très peu d'efforts. Et quand la vraie chasse a commencé, la seconde où ils ont croisé le regard d'un vrai sanglier, ils ont paniqué, ont laissé tomber leurs armes et se sont enfuis. Leur lâcheté a brisé toute la formation et pour couronner le tout, l'un d'eux a trébuché en courant juste sur le chemin du sanglier. Roden s'est instinctivement précipité pour le protéger et a reçu un croc dans le ventre. Le reste du groupe a finalement réussi à tuer le sanglier, mais le mal était fait. Gerda promet d'apporter la part de viande de Rodin demain, mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose d'autre qu'il puisse offrir. Alan reste assis là, se sentant complètement inutile. Pendant tout ce temps, il avait été obsédé par le fait de se renforcer et n'avait jamais pensé à aider les gens qui avaient réellement besoin de lui. Le lendemain, Roden reprend enfin connaissance et tout le monde est plus que soulagé qu'il s'en soit sorti. Mais même avec Roden réveillé, Alan ne peut pas se débarrasser du poids qui pèse sur lui. Jusqu'à présent, il avait traité cela comme une sorte de jeu de rôle. Mais pour tous les autres ici, c'est la vie, c'est réel et c'est dur. Et survivre chaque jour leur demande tout ce qu'ils ont, alors le moins qu'ils puissent faire est d'utiliser le pouvoir qu'on lui a donné pour alléger leur fardeau, ne serait-ce qu'un peu. Peu après, Jirda réapparaît, apportant la part de viande de Roden comme il l'avait promis. Il est content de voir Roden en vie, mais il est clair à son expression que la blessure a fait de réels dégâts, donc Roden ne pourra plus chasser, du moins pas à temps pour aider à préparer l'hiver. Jirta s'avance et propose de partager de sa réserve personnelle pour aider à soutenir la famille de Roden pendant sa convalescence. Roden apprécie sincèrement l'offre, mais avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse être dit, Alan prend soudainement la parole, il dit à tout le monde qu'il veut prendre la relève de son père. Sa voix est ferme, son expression déterminée et il est clair pour tous dans la pièce qu'il est sérieux, alors personne ne discute. Et plus tard ce jour-là, Alan se met directement au travail. Il se dirige vers le puits du village et commence à transporter de l'eau jusqu'à la maison. Les hommes à proximité le préviennent d'y aller doucement, car transporter autant d'eau n'est pas quelque chose qu'un enfant devrait faire, mais Alan le gère comme si de rien n'était. Jusqu'à présent, il avait gardé secret les effets de ses stats améliorés. Mais avec toute l'attention portée à Krana en tant que nouvelle héroïne du village, il est probablement acceptable pour lui de se démarquer un peu. Une fois l'eau transportée, il rejoint Gerda dans les champs pour récolter les pommes de terre. Gerda lui montre comment les déterrer correctement, s'attendant à ce qu'Alan s'y prenne maladroitement. Au lieu de cela, Alan les arrache du sol d'une seule main, comme si c'était un jeu d'enfant, et en un rien de temps, il a rempli 3 paniers entiers. Mais quand il découvre que plus de la moitié de cela sera prélevé par le baron comme taxe, il réalise à quel point ce système est vraiment injuste. Il commence à réfléchir à d'autres moyens d'obtenir plus de nourriture pour sa famille, jusqu'à ce que le chef du village apparaisse soudainement. Le chef est là pour s'excuser personnellement auprès de Roden. Il sait que la blessure est survenue au moins en partie à cause des ordres qu'il a donnés. Il veut faire amende honorable et il a également amené l'homme responsable de l'incident pour qu'il s'excuse. Le gars n'est clairement pas une mauvaise personne, juste quelqu'un qui a paniqué et a fait une erreur, alors il accepte l'entière responsabilité. Roden lui dit qu'il n'est pas en colère, mais l'exhorte à réfléchir à l'avance la prochaine fois et l'homme hoche la tête, promettant de ne pas laisser une telle chose se reproduire. Plus tard, Alan retourne dans les champs ouverts avec un plan qui se forme dans sa tête. Il dégage une grande parcelle d'espace et commence à invoquer une petite armée de grenouilles. Chacune utilise sa compétence de provocation, ce qui devrait attirer des animaux sauvages comme des canards. Rien de trop dangereux.
Mais au lieu de canard, Alan finit par attirer un oiseau monstrueux. Pendant une fraction de seconde, il envisage de fuir car il est clairement plus fort que ce qu'il attendait. Mais ensuite, il pense à sa famille, à la nourriture dont ils ont besoin, à l'aide qu'ils ont perdue et décide de prendre le risque. Et avec tous les boosts de stats qu'il a accumulés, il se dit qu'il pourrait bien avoir une chance. Il fonce et assène un coup solide à l'arrière de la tête de l'oiseau avant qu'il ne réalise ce qui se passe. Juste après, il invoque une meute de chiens pour l'assaillir. Les chiens infligent de solides dégâts, mordant et griffant l'oiseau de tous les côtés. Mais il ne faut pas longtemps à la créature pour récupérer et commencer à les déchirer un par un. À mesure que chaque invocation tombe, les buffs d'Alan commencent à s'estomper, le laissant de plus en plus vulnérable. Et une fois le dernier chien parti, le monstre jette son dévolu sur Alan, qui se retrouve soudain en grave danger face à un ennemi enragé sans aucun soutien. Dans un ultime geste désespéré, il invoque deux sangsues qui s'accrochent instantanément à l'Alba Huron, drainant son sang avec une efficacité redoutable. Le monstre commence à vaciller, juste assez pour donner à Alan une brève ouverture afin de préparer son coup suivant. Il est loin d'être à pleine puissance, ayant déjà perdu quelques invocations et manquant d'amélioration cruciale. Mais il garde son sang-froid. Il a un plan bien défini en tête pour en finir avec un coup net et décisif. Alan rappelle ses loups au combat et leur ordonne, ainsi qu'aux sangsues, d'attaquer tous ensemble. Alors qu'ils se précipitent, Alan fonce droit devant avec eux, se projetant en avant et assénant un coup d'épée brutal et précis en plein crâne de l'Alba Huron. L'impact frappe assez fort pour terrasser la bête et s'assurer qu'elle ne se relèvera pas, c'est certain. Un instant plus tard, son grimoire s'illumine avec un message indiquant qu'il a vaincu avec succès l'Alba Huron et gagné 100 points d'expérience. Voir cette notification le galvanise, il ne peut s'empêcher de célébrer un instant, ravi que son plan ait fonctionné. Une fois l'euphorie retombée, Alan ramène l'Alba Huron à sa famille et tous deux sont sincèrement stupéfaits. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un qu'ils considérèrent comme une mauviette puisse vaincre seul une bête aussi dangereuse. Jirada intervient et propose son aide pour saigner correctement l'Alba Huron. Une fois le corps attaché, il donne à Alan toutes les ficelles pour découper et portionner la viande comme il faut. Il indique quelles parties sont comestibles, lesquelles ne le sont pas, et explique la bonne méthode pour séparer les meilleurs morceaux. Jirada mentionne aussi que les monstres portent des pierres magiques à l'intérieur, et selon la loi, toute pierre trouvée dans des monstres de rang D ou supérieur est soumise à l'impôt. Cela dit, Jirada ne semble pas trop s'en faire. Il se dit que de pauvres roturiers comme eux n'en feraient pas grand-chose d'une pierre magique de toute façon, même ainsi, il est convaincu qu'ils peuvent négocier un meilleur arrangement avec le chef. Surtout une fois qu'ils auront expliqué que c'est Alan qui a réellement chassé cette fois-ci, puisque Roden était trop blessé pour y aller lui-même. Le lendemain matin, ils se rendent au bureau du chef, s'en tenant à leur plan d'utiliser la blessure de Roden comme levier. Au début, le chef résiste, disant qu'il ne devrait obtenir que la plus petite part, mais Gerda et Alan continuent de faire pression, lui rappelant à quel point l'état de Roden est grave et comment un gamin comme Alan a dû risquer sa vie juste pour ramener de quoi manger. Finalement, le chef cède et accepte de leur donner la plus grande part, exactement comme il l'espérait. Il leur dit qu'ils peuvent garder toute la viande et qu'il ne prendra que les ailes et les pierres magiques pour lui-même. Pourtant, Alan décide de pousser les choses un peu plus loin et demande au chef s'il serait autorisé à continuer à faire le même genre d'accord à l'avenir. Gerda intervient pour le soutenir, faisant tout son possible pour aider à persuader le chef. Après un moment de réflexion, le chef leur donne finalement le feu vert et accepte de les laisser continuer aux mêmes conditions. Après 3 jours, Alan repart et utilise la même stratégie pour affronter 2 autres Al-Bahirine. En ayant déjà vaincu un auparavant, il se sent beaucoup plus confiant maintenant et ça se voit. Avec l'aide de ses sangsues, de ses loups et de sa fidèle épée en bois, Alan réussit à abattre les 2 bêtes en un temps record. Depuis cette première chasse réussie, il sort tous les 3 jours, mais c'est la première fois qu'il revient sans perdre une seule invocation, et il est sincèrement ravi du déroulement des choses. Pile au bon moment, son grimoire clignote et confirme la victoire. 2 Alba Huron abattus et 200 XP gagnés. Mieux encore, il lui dit qu'il est officiellement monté de niveau et a atteint le niveau 2. Alan explose littéralement de joie et ouvre immédiatement sa fenêtre de statistiques. Effectivement, tous ses PV et PM ont été entièrement restaurés grâce à la montée de niveau. Mais en regardant de plus près, il remarque quelque chose d'étrange. Son augmentation de statistiques n'est que d'environ 60% de ce qu'elle devrait être. Il ne s'y attarde pas trop cependant, peut-être est-ce juste parce qu'il vient d'atteindre le niveau 2 et que le bonus n'a pas encore pleinement fait effet. Quoi qu'il en soit, il est toujours à fond. Tous ses efforts portent enfin leurs fruits. Plus il y pense, plus il commence à croire que cela pourrait être l'épreuve des divinités dont Rodin avait parlé autrefois. Et honnêtement, cette pensée le rend incroyablement heureux. Pourtant, il sait que tôt ou tard, il va devoir avouer la vérité à sa famille. Après cela, Alan rentre chez lui, et Rodin est stupéfait de le voir ramener 2 Alba Huron d'un coup. Après cela, Alan retrouve Krina pour un peu d'entraînement à l'épée.
Mais même en plein combat, son esprit vagabonde, pensant à quand et comment il abattra plus d'Alba Héron. Puisque c'est la saison de migration et qu'il y en a une abondance, il se dit que s'il reste constant, il pourrait atteindre le niveau 3 en éliminant une vingtaine de plus. Son fil de pensée est brutalement interrompu quand Kraina lui assène soudain un bon coup sur la tête, mettant clairement fin au match à son avantage. Alan admet alors sa défaite et Kraina le congédie d'un geste désinvolte en s'éloignant. Plus tard dans la nuit, Alan décide qu'il est enfin temps de tout avouer à ses parents sur la façon dont il a abattu ses Alba Héron avec une telle facilité. Mais il est bien conscient qu'il ne peut pas juste lâcher qu'il s'est retrouvé embarqué dans un jeu trouvé en ligne car ses parents penseraient probablement qu'il a perdu la tête. Alors, à la place, il invente une histoire plus crédible. Il leur dit que quand il n'avait qu'un an, il a reçu un oracle d'Elmia, la divinité de la création. Alan explique qu'un oracle est en fait une bénédiction divine qui rend quelqu'un à la fois plus intelligent et plus fort que la plupart des gens. En plus de cela signifie qu'il sera mis à l'épreuve par des défis qui dépassent de loin ce que même 100 hommes normaux pourraient endurer. En entendant cela, Rodin comprend immédiatement ce qui se passe réellement. Il avait déjà ses soupçons car il avait remarqué ce matin-là que la coupure sur le visage d'Alan avait complètement disparu. Cela seul lui a dit qu'Alan devait déjà avoir traversé l'une des épreuves de la divinité. Mais Darzia essaie toujours de comprendre tout cela, surtout depuis que les résultats de l'évaluation d'Alan l'année dernière disaient qu'il n'avait aucun talent, absolument aucun. C'est alors qu'Alan ajoute une nouvelle couche à son histoire. Il affirme avoir reçu un second oracle du seigneur Elmiette il y a quelques mois seulement. Il explique que son évaluation était faible parce que le processus ne pouvait pas prendre en compte la lenteur avec laquelle ces épreuves se développeraient. En plus de cela, il dit que le système ne pouvait pas reconnaître son talent à l'époque parce qu'il était trop nouveau pour être correctement évalué. Roden est sidéré parce que cela signifie qu'Alan a vraiment un talent après tout. Quand il demande quel est ce talent, Alan dit qu'il ne le sait pas vraiment. L'oracle ne lui a pas donné la réponse complète. Ça lui fait mal de mentir à ce sujet, mais il sait qu'il ne peut pas dire la vérité. Révéler qu'il est un invocateur capable de contrôler des monstres ferait paniquer les gens, et il n'y a aucun moyen qu'il puisse parler de sa renaissance non plus. En fin de compte, Darzia serre Alan dans ses bras, le qualifiant de courageux et d'incroyable, surtout pour quelqu'un d'aussi jeune qui porte tout ça sur ses épaules. Rodin demande ensuite ce qu'Alan veut faire à l'avenir, et Alan lui dit que pour l'instant, il veut juste prouver qu'il est digne en accomplissant chaque épreuve. Roden est fier de cette réponse, mais il rappelle aussi à Alan de ne pas avoir peur de s'appuyer sur les autres quand les choses se compliquent. Alan les remercie tous les deux d'être si compréhensifs et de le soutenir quoi qu'il arrive. Roden finit en disant qu'il est probablement préférable de garder tout cela secret pour l'instant. Si les mauvaises personnes commencent à penser qu'il est un faux prophète, les choses pourraient vite dégénérer, mais le seul qu'ils mettront au courant est Jirda, puisqu'il ne cesse de vanter Kraina comme une future maîtresse d'épée. Roden se dit que c'est enfin son tour de se vanter de la génialité de son propre enfant aussi, après tout. Quand l'hiver arrive, Alan sort l'un des albahurons stockés et commence à le découper morceau par morceau. Une fois cela fait, il se rend en ville avec Jirda pour échanger la viande contre des provisions. Jirda est déjà au courant de la grande nouvelle qu'Alan est choisi et mise à l'épreuve par le seigneur Elmia, et honnêtement, il n'est pas le moins du monde choqué. Il a toujours eu le pressentiment qu'il y avait quelque chose de différent chez ce gamin. Alors qu'ils voyagent ensemble, ils discutent en chemin. À un moment donné, Alan aborde le sujet de la différence entre roturier et serf. Jirda explique que cela se résume principalement au statut et à la fiscalité. Les serfs vivent sous un tout autre système où chaque adulte doit débourser 3 pièces d'or par an et chaque enfant en coûte une. Alan écoute attentivement puis demande ce qu'il faudrait pour qu'un serf s'élève et devienne un roturier. Jirta lui dit que cela nécessiterait un tribut de 10 pièces d'or par membre de la famille. Il mentionne aussi qu'il y a des rumeurs sur un certain baron accordant occasionnellement le statut de roturier en récompense, mais ce ne sont que des rumeurs et personne ne sait si elles sont vraies. En entendant tout cela, Alan fait rapidement le calcul. Sa mère attendant un autre enfant, cela ferait d'eux une famille de 5, ce qui signifie qu'ils auraient pour besoin de 50 pièces d'or pour sortir du servage. Alan passe le reste de la journée à faire du commerce avec Jirda et commence lentement à bien comprendre comment fonctionne le système de troc. Au moment de rentrer, il porte un gros fagot de bois de chauffage sur son dos. Réalisant qu'il a maintenant une bonne compréhension du fonctionnement du commerce en ville, il commence à réfléchir à des moyens de faire des études de marché la prochaine fois qu'il viendra. Quand Alan revient faire du commerce seul, il adopte une approche beaucoup plus méthodique. Il suit attentivement la valeur de troc et de marché de chaque article qu'il voit, enregistrant tout cela pour pouvoir utiliser ces informations plus tard. Finalement, il entre dans une herboristerie et demande au marchand s'il existe un type de médicament capable de restaurer les PM. Le commerçant répond immédiatement par la négative, ce genre d'article est bien trop cher pour que leur magasin en ait en stock. Pourtant, Alan prend son temps et scanne les étagères remplies d'herbes et de médicaments. Réalisant que documenter tout cela à la main prendrait des siècles, il se concentre intensément et par la seule force de sa pensée, son grimoire répond, absorbant les détails de chaque herbe du magasin sans qu'il ait à toucher quoi que ce soit. Suite à cela, Alan demande au commerçant s'il a des fleurs de Müller en stock.
Mais l'expression du marchand change instantanément et il devient visiblement agacé dès qu'Alan mentionne ce nom. Il explique que la dernière fois que quelqu'un en a demandé une, ça a été un vrai bazar. Apparemment, Gerda a fait irruption dans le magasin, exigeant une fleur de Müller parce qu'un de ses amis était gravement malade. Il n'a même pas payé le prix total d'avance, a juste promis de régler le reste plus tard. Le marchand n'a jamais reçu le reste du paiement et pour couronner le tout, cette fleur était la dernière en stock, c'est ça qui le met vraiment en rogne. En entendant tout cela, Alan comprend rapidement le fin mot de l'histoire. Gerda a dû se précipiter ce jour-là pour acheter l'herbe qui a fini par sauver la vie de Roden après la nuit où il a été attaqué. Si le marchand avait catégoriquement refusé de la vendre, Alan n'aurait peut-être même pas de père en ce moment. Voulant montrer sa gratitude, Alan lui tend de la viande séchée d'Alba Héron en guise de remerciement et remercie sincèrement le marchand pour sa gentillesse. Puis il quitte ensuite discrètement la boutique. En marchant en ville, Alan se retrouve à regarder quelques étalages d'armes quand il tombe soudainement sur un visage familier, le même gamin de la cérémonie d'évaluation avec le talent de la hache, Dogger, et à côté de lui se tient le fils du chef, Pelmos. Alan sait que Dogur n'est qu'une vraie plaie, alors il essaie de s'occuper de ses affaires et de s'éclipser. Mais Dogur ne l'entend pas de cette oreille, il frappe Alan sur la tête et exige immédiatement qu'il devienne son subordonné. Alan répond en sortant calmement son épée en bois et en la pointant droit sur lui. Dogura tressaille, criant à l'injustice parce qu'il n'a pas d'arme. Alan hausse les épaules et lui dit qu'il est d'accord pour un combat équitable. Dogura peut aller chercher l'arme qu'il veut. Alan attendra. Dogura s'enfuit et revient peu après avec une épée puis fonce droit sur Alan. Mais Alan esquive avec aisance, déviant chaque coup. Les coups de Dogra sont lourds, ce qui est logique pour quelqu'un avec un talent de hache, mais même avec tous ses muscles, il ne fait pas le poids face à Kraina. Alan décide d'en finir rapidement, il fait tomber l'épée de la main de Dogra et gagne proprement. Et sans dire grand chose, Alan tourne les talons et s'en va comme si de rien n'était, ce qui ne fait qu'enrager Dogra encore plus. Plus tard ce soir-là, Alan rentre chez lui et voit Rodin retirer ses bandages. On dirait qu'il est enfin guéri et prêt à retourner dans la nature. Darzia, cependant, n'est pas si ravie et elle le met en garde de ne pas trop forcer et risquer une autre blessure. Dès le lendemain, chez Krina, Dogura réapparaît, cette fois cherchant une revanche. Mais il se fait démolir, et pas qu'une fois, mais encore et encore. Pourtant, sa fierté refuse de lâcher prise, alors il continue d'exiger plus de combats, peu importe le nombre de fois qu'il perd. Au même moment, le jeune frère d'Alan, Mash, a déjà commencé l'entraînement à l'épée avec Krana, ce qui rend Alan impatient de voir ce que Mash deviendra lors de sa cérémonie d'évaluation dans 2 ans. Peu de temps après, le nouveau bébé est né, et la famille décide de la nommer Meola. Quelque temps plus tard, Rodin revient d'une chasse avec Gerda et apporte des nouvelles inattendues. Apparemment, le chef a convoqué toute leur famille. Le chef dit que le baron veut maintenant qu'ils augmentent leur livraison de sangliers de 10 à 15. Pour cela, il veut que les roturiers soient autorisés à rejoindre la chasse cette année encore. Darzia pense immédiatement que cette demande est insensée, surtout après ce qui est arrivé à Rodin lors de la dernière chasse. Rodin admet qu'il était prêt à refuser jusqu'à ce qu'il découvre que ce n'était pas une demande. C'était un ordre direct du baron lui-même et s'ils ne peuvent pas livrer 15 sangliers avant l'hiver, l'Empire va faire venir de nouveaux cerfs d'autres régions. Alan comprend immédiatement les implications. Plus de cerfs signifie moins de terres disponibles, ce qui mettrait les non-chasseurs en danger de perdre leurs parcelles. Gerda intervient et dit que ce n'est même pas le pire. Apparemment, le baron s'attend à ce qu'il ramène 20 sangliers d'ici la fin de l'année prochaine. Roden estime que la seule façon d'y parvenir est d'augmenter la fréquence des chasses au lieu de s'en tenir à leur calendrier habituel d'une fois tous les 10 jours. C'est alors qu'Alan prend la parole et suggère qu'il devrait simplement suivre l'ordre du baron. Gerda le réprimande rapidement pour avoir interrompu une conversation d'adulte, mais Roden l'arrête et laisse Alan continuer. Alan explique que puisque c'est un ordre direct du baron, refuser n'est pas une option et même si les roturiers s'avèrent être un poids mort, ils devront juste trouver un moyen de rendre ce poids mort utile. Alan dit que selon son expérience des jeux, transformer des personnages sous-puissants en quelque chose de précieux, c'est un peu sa spécialité. Il leur dit de lui faire confiance et de le laisser gérer. Après tout, il a été béni par la sagesse d'Elmia et si quelqu'un peut trouver une stratégie qui fonctionne, c'est bien lui. Le lendemain matin, Alan et Rodin rejoignent un groupe de roturiers qui les accompagneront à la chasse aux sangliers. Quand ils aperçoivent Alan, la plupart sont choqués de voir un si jeune gamin les accompagner. Rodin explique rapidement qu'ils suivront tous sa méthode de chasse et qu'Alan est juste là pour observer et acquérir de l'expérience. Alan assure poliment à tout le monde qu'il ne sera pas un fardeau et s'incline pour montrer sa gratitude de le laisser les accompagner. Même si une partie de lui souhaite être plus impliquée, il sait que la vraie priorité est d'aider à former les nouveaux venus. Son objectif est de leur donner suffisamment d'expérience sur le terrain afin qu'ils puissent aider lors des futures chasses, car il ne veut pas que quelqu'un soit gravement blessé comme son père l'a été lors de l'incident du sanglier de l'année dernière.
L'un des hommes s'approche discrètement de Roden et s'excuse pour la blessure qu'il lui a causée l'année précédente. Roden balaye ça d'un sourire, lui disant de ne pas s'en faire. Il rappelle plutôt au groupe de se concentrer sur la chasse d'aujourd'hui et de laisser le passé derrière eux. Avec cela, la porte de la forêt s'ouvre en grinçant et l'équipe commence son approche. Alors qu'il pénètre dans les bois, Alan réalise soudain que c'est la première fois en 7 ans depuis qu'il est cerf qu'il met les pieds hors du village. Cela ressemble à un petit pas en avant, mais significatif, alors peut-être est-ce le début d'un chemin qui mènera à libérer sa famille de cette vie. Ce qui l'enthousiasme le plus, cependant, c'est l'idée d'apercevoir les légendaires montagnes du Dragon Blanc. Une vieille légende raconte qu'un dragon blanc mythique vit près de ces sommets, et Alan a toujours rêvé de le voir, même de loin. Peu de temps après, la chasse démarre. Tout le monde se met en position alors qu'un sanglier sauvage massif traverse le sous-bois. Pile au bon moment, l'équipe d'appât intervient pour diriger la bête dans la bonne direction. L'équipe de tank suit, maintenant le sanglier en place et l'empêchant de charger ou de s'échapper. Puis, une fois qu'il est encerclé, l'équipe d'attaque se précipite pour finir le travail. Alan observe tout se dérouler avec une grande concentration, réalisant que c'est la même formation et approche que son père et les vétérans utilisent depuis plus d'une décennie. La coordination, le timing, c'est un système bien huilé. Et en le voyant se dérouler de près, il réalise à quel point c'est vraiment intelligent et efficace. Une fois le sanglier finalement abattu, le groupe de roturiers ne peut s'empêcher de ressentir une vague de fierté les envahir. Pour eux, réussir une chasse comme celle-ci, c'est comme passer une épreuve divine, c'est la preuve de leur progression et de leur esprit d'équipe. Alan se dit que puisque le sanglier était classé comme un monstre de rang C, ils ont probablement accumulé une bonne quantité de points d'expérience. Curieux, il ouvre son grimoire pour vérifier ses propres statistiques. Mais à sa déception, il constate qu'il n'a pas gagné un seul point. En y réfléchissant, il réalise que c'est logique. Il n'a pas réellement combattu, il a juste tout observé depuis les coulisses. Malgré tout, il se sent satisfait de voir les autres monter de niveau et commencer à croire davantage en eux-mêmes. Une fois les choses calmées, Alan entame une conversation décontractée avec quelques villageois. Le sujet se tourne vers la viande de monstre et ils commencent à échanger des histoires sur les créatures les plus savoureuses qu'ils aient jamais découpées. L'un des hommes, clairement un amateur de cuisine de monstres, propose d'aider Alan à découper n'importe quelle bête qu'il ramènera. Alan prend note et décide rapidement d'accepter sa proposition. Il conduit l'homme à sa cachette d'Alba Héron et lui demande s'il peut s'occuper de la découpe. Bien sûr, le gars n'a pas l'intention de travailler gratuitement, alors Alan propose un marché. Pour chaque Alba Héron que l'homme traitera, Alan lui remettra 2 paquets complets de viande en guise de paiement. L'offre est étonnamment généreuse et l'homme accepte immédiatement sans hésiter. Alan a une raison claire pour cet arrangement. Il s'efforce toujours d'économiser 50 pièces d'or pour racheter sa famille du servage. S'il engageait un boucher professionnel, cela lui coûterait une petite fortune. Mais avec ce troc, il fait le travail correctement sans gaspiller ses précieuses pièces. Peu après, la chasse reprend de plus belle. Cette fois, il change de les choses et décide de se diviser en unités plus petites au lieu de rester groupés. La nouvelle configuration leur permet de couvrir plus de terrain et d'abattre 2 fois plus de sangliers en 2 fois moins de temps. Malgré tout, quelque chose continue de tracasser Alan. Il ne comprend toujours pas pourquoi le baron insiste tant pour récolter plus de sangliers cette année que jamais auparavant. Mais les ordres sont les ordres. Et quand le baron parle, personne n'a vraiment la liberté de le remettre en question. Sorti de nulle part, l'un des sangliers charge droit sur eux. Goethe ne perd pas une seconde et passe à l'action, frappant la bête de plein fouet d'un coup écrasant, qui l'abat instantanément. Il interpelle ensuite les chasseurs novices, les exhortant à intervenir et à finir le travail. Ils s'exécutent, et une fois de plus, la fierté les envahit d'avoir réussi une autre chasse. La dernière fois, Alan n'avait vu aucun changement dans ses stats. Mais cette fois-ci, c'est une toute autre histoire, croyez-moi. Il consulte son écran de statut et une vague de joie l'envahit. Ses stats ont grimpé en flèche et il a officiellement atteint le niveau 3. Après mûre réflexion, il comprend comment c'est arrivé. L'astuce était simple, mais diablement efficace. Tant qu'une de ces créatures invoquées touche physiquement l'ennemi avant qu'il ne meure, le système le considère comme participant au combat. Juste avant que le sanglier ne s'effondre, Alan a invoqué Denka et le sanglier a fini par lui marcher dessus, établissant le contact. Ce minuscule instant a suffi à Alan pour gagner de l'expérience, même si ça a eu un coût. Denka a été tué dans l'action et tandis que son esprit s'élevait, Alan s'est excusé discrètement, mais au fond de lui, il savait que ça en valait la peine. 3 mois plus tard, Alan et Kraina sont invités chez le chef pour célébrer le nouvel an. Après la visite, ils rentrent chez eux pour profiter pleinement des festivités. La table est débordante de victuailles et Gerda et sa femme passent les rejoindre pour la fête. Tout le monde se régale, riant et savourant l'ambiance chaleureuse. Pendant le repas, Gerda demande nonchalamment à Alan si le chef avait dit quelque chose à leur sujet. Alan hoche la tête et explique que le chef a tenu à les remercier personnellement pour tout leur dur labeur. Roden s'attendait à ce qu'ils atteignent facilement l'objectif de 20 sangliers pour l'année, exactement comme il l'avait prévu. Alan ajoute que le chef était si satisfait de la tournure des événements qu'il lui a offert une bouteille de gnôle en récompense.
Alan sait pertinemment à quel point Roden et Gerda aiment la boisson et à quel point ils deviennent chahuteurs une fois l'alcool monté à la tête. Alors, il a une idée rusée pour s'en servir comme levier. Il leur propose un défi. S'il gagne, il pourra officiellement participer à la prochaine chasse, arme en main, et combattre comme un membre de l'équipe. Mais si Roden et Gerda gagnent, la bouteille est à eux entièrement. Dès qu'Alan expose les règles, ils réalisent d'Olidjon qu'ils sont déjà tombés droit dans son piège. Mais il est trop tard pour reculer maintenant. Leur soif de gnôle est plus forte que leur prudence, alors ils acceptent de jouer le jeu. Ils demandent de quel genre de défi il a en tête. Alan, gardant une expression calme, dit qu'il veut régler ça avec un bras de fer. Roden et Gerda sont sidérés qu'Alan ose même suggérer une telle ânerie. Pour eux, il est évident que des hommes faits comme eux seraient bien plus forts qu'un gamin de son âge. Pourtant, avec cette bouteille en jeu, ils décident de tenter le coup. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'Alan est venu préparé. Il a mis de côté quelques cartes de renforcement de force, juste pour un moment comme celui-ci. Avec ça en jeu, il est sûr de pouvoir rivaliser avec des hommes adultes comme Roden et Gerda. Gerda s'avance le premier, confiant que ce sera réglé en quelques secondes. Au début, il ne prend même pas Alan au sérieux. Mais une fois leurs mains jointes et le match commencé, les yeux de Gerda s'écarquillent. Alan a bien plus de puissance qu'il ne l'imaginait. Le gamin tient bon, refusant de céder un pouce. Gerda se bat avec acharnement, forçant contre la pression, mais Alan s'accroche et finit par claquer sa main pour remporter la manche. Quelle surprise! Impressionné, Alan prend note mentalement. La stat de force de Gerda est probablement entre 150 et 200, puis c'est au tour de Roden, et dès le début, Alan sent que ça ne va pas être aussi facile, loin de là. La force de Roden semble être d'une toute autre catégorie. Même avec tous ses bonus, Alan peine à suivre, mais Roden ne bronche même pas, et il force juste, lentement mais sûrement, le bras d'Alan vers le bas et remporte la victoire. Fidèle à sa parole, Alan leur tend la gnôle. Roden et Gerda l'acceptent avec de grands sourires, et peu après, ils partagent tous des verres et rient ensemble. Même si Alan n'a pas gagné le droit de participer à la prochaine chasse, le match n'a pas été une perte totale. Il a gagné quelque chose d'aussi précieux, une meilleure compréhension de sa propre position. Maintenant, il sait que la puissance de Gerda est probablement autour du rang D, tandis que Roden est plus proche du rang C. Roden lui dit alors que s'il ne peut pas le battre dans un concours de force, il n'y a aucune chance qu'il laisse Alan se joindre aux chasses aux sangliers. Mais au lieu de se décourager, Alan y voit une motivation. Il est plus motivé que jamais à s'entraîner plus dur et à faire ses preuves. Peu de temps après, Alan remarque quelque chose de nouveau. Son niveau d'invocateur a encore augmenté, c'est génial. Impatient de voir ce qui a changé, il sort rapidement son grimoire et l'ouvre. Alors qu'Alan feuillette les pages, il est époustouflé par le nombre de nouvelles capacités débloquées, mais une compétence en particulier retient toute son attention, la capacité de consulter les cartes de rang E quand il le souhaite. Alan réalise immédiatement à quel point c'est incroyablement précieux. Avec un accès constant à ses cartes, il est confiant que sa force grimpera plus vite que jamais. En fait, il pense déjà à affronter Roden à nouveau et cette fois, il pourrait bien avoir une vraie chance de gagner. Mais alors qu'il continue de parcourir les pages, quelque chose d'inhabituel attire son regard. Une nouvelle page est apparue, une qui n'était absolument pas là avant. Il la tourne et découvre ce qui ressemble à une fente creuse taillée directement dans le papier. Après quelques tests rapides, il comprend, c'est une capacité de stockage. Il peut placer des objets dans le grimoire tant qu'il rentre dans l'espace. Étrangement, l'intérieur s'étend bien plus profondément qu'il n'y paraît, rendant cette poche bien plus utile que sa taille ne le suggère. Ce qui déconcerte vraiment Alan, c'est que la magie de stockage est considérée comme une compétence de rang divin, ultra rare et extrêmement puissante. Alors pourquoi quelqu'un comme lui y aurait-il soudainement accès maintenant? C'est un mystère. Le timing ne semble pas aléatoire, c'est presque comme si quelqu'un ou quelque chose voulait qu'il le reçoive à cet instant précis. Le lendemain, Alan part tester sa nouvelle capacité d'invocation de rang E. Il sort une pierre magique et active la compétence. La première créature qu'il invoque est un insecte, un papillon radieux aux ailes éblouissantes qui scintille à la lumière. Il est inoffensif mais son aura magique est indéniable. Curieux, il invoque à nouveau. Cette fois, un tigre à dents de sabre se matérialise. Alan recule instinctivement dès qu'il le voit. Avec ses énormes crocs et sa carrure puissante, la bête a l'air terrifiante, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais après l'avoir observé un moment, Alan réalise qu'il est complètement apprivoisé et ne représente aucune menace. Lentement, il s'habitue à sa présence et décide de le nommer Tama, accueillant officiellement le tigre comme un nouveau membre de son équipe grandissante. Après cela, Alan tente de fusionner deux de ses invocations, mais se heurte rapidement à un problème majeur. Chaque fusion consomme une pierre magique et cette seule découverte change absolument tout. S'il veut continuer à faire évoluer ses invocations et à progresser en force, il aura besoin d'un stock constant de pierres magiques. Et la seule façon qu'il connaisse pour en obtenir, c'est en tuant des lapins à cornes. La nuit, Alan aborde le problème des pierres magiques avec son père. À sa grande déception, Roden lui annonce la mauvaise nouvelle. Les lapins à cornes ne se montreront pas de sitôt.
Une tranchée défensive a été creusée autour du village il n'y a pas longtemps, coupant les routes habituelles des monstres. Cela signifie que la source facile de pierres magiques d'Alan s'est complètement tarie. Frustré, il passe la nuit à réfléchir à d'autres options. Le lendemain matin, pendant que Kraina s'entraîne et donne une nouvelle raclée à Dogora, Alan va parler à Palomas. Il lui demande s'il sait quelque chose sur les pierres magiques. Palomas, étant bien versé dans ces sujets, explique que les pierres de rang D et C se trouvent généralement dans la capitale royale et valent une bonne somme, c'est certain. Les pierres de rang E, en revanche, sont pratiquement sans valeur et traînent parfois un peu partout. Pour prouver son point, Palomas en ramasse une nonchalamment par terre et la lance à Alan avant de s'éloigner tranquillement. Ce simple geste allume un feu dans la poitrine d'Alan. Si les pierres de rang E sont si faciles à trouver, alors il n'a pas besoin de monstres, il peut les ramasser lui-même. Avec l'aide des villageois, Alan commence sa collecte. Avec le temps, il accumule une solide réserve de pierres magiques de rang E. En les utilisant, il invoque chaque créature de rang E qui lui est disponible. Juste au moment où il termine la dernière invocation, un sanglier sauvage surgit soudainement des bois, fonçant droit sur lui, mais sa bête invoquée bondit à l'action, réagissant instantanément et l'abattant d'un seul coup. Alan a à peine le temps de célébrer qu'un autre sanglier apparaît, et encore une fois, une de ses invocations intercepte et neutralise la menace sans qu'il n'ait à lever le petit doigt. Puis il cligne des yeux et toute la scène s'estompe, car ce n'était qu'une vision. Il ferme les yeux une fois de plus, s'enfonçant dans la réflexion. 7 longues années en tant que serf, sans mentor, sans manuel, juste des essais, des erreurs et des efforts acharnés. Tout ce qu'il a appris, il l'a découvert par lui-même. Et maintenant, tout commence à prendre sens. Chaque type d'invocation a son propre but. Les types insectes sont idéaux pour les affaiblissements, les types herbes procurent des soins, les types pierres se spécialisent dans la défense, les types oiseaux excellent en reconnaissance, les types bêtes gèrent le combat direct. Ensemble, ils forment une équipe complète, tout ce dont un groupe traditionnel a besoin, le tout contrôlé par une seule personne. C'est l'essence même du véritable pouvoir d'un invocateur. Et maintenant, il comprend enfin pourquoi on lui a accordé une compétence de stockage. Ce n'était pas aléatoire, non, elle est là pour qu'il puisse transporter l'énorme quantité de pierres magiques que son armée exigera. Et avec suffisamment de créatures à sa disposition, Alan croit sincèrement qu'un invocateur pourrait un jour surpasser même la puissance du Seigneur Démon. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié ce résumé et que vous êtes impatient de découvrir le prochain épisode, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos résumés quotidiens.